Bon, donc très bien, merci à toutes et à tous d'être présents pour ce 13e déjeuner déjà organisé par le LABEX Futur Urbain. Donc on a aujourd'hui le plaisir d'accueillir Emma Pelletier, qui est doctorante au LVMT et qui sera présentée par le groupe JEDI. Donc je remercie tout de suite Marie Ouari de faire la présentation. Ça sera modéré par Anne Jarijon. Emma va nous proposer une communication autour de sa thèse, qui s'appelle donc Partir de chez soi, une ethnographie féministe des mobilités de femmes roms à travers les marges. Donc c'est un sujet dont je n'ai pas besoin de rappeler qu'il est très important pour le LABEX Futur Urbain. C'est des sujets qui sont travaillés depuis très longtemps par le groupe JEDI, par le groupe Penser l'Urbain, par l'image notamment, que ce soit sur les questions de genre ou d'intersectionnalité. Il intéresse aussi plus largement, je dirais, la construction des futurs urbains qui sont aujourd'hui, en 2022, assez fortement assignés par un retour en force de la planification, que ce soit par le biais des infrastructures comme le Grand Paris Express ou par le biais de la densification des périphéries des métropoles. On le voit avec les écoquartiers qui se multiplient, notamment en région Île-de-France. Si on prend la question en fait, d'un point de vue historique, la planification ou l'aménagement du territoire, c'est-à-dire globalement l'âge d'or des 30 glorieuses, ça a coïncidé avec des migrations importantes et avec des formes d'habitat précaire aussi tout à fait significatives, donc qui étaient les bidonvilles. Et dans l'imaginaire bâtisseur des 30 glorieuses, la résorption de l'habitat insalubre, la disparition des bidonvilles, allait de pair avec la construction des grands ensembles ou des villes nouvelles. Il a fallu des travaux pionniers d'ethnologues ou de sociologues, je pense à Colette Pétonnet dans les années 60, à Michel Huguet, pour démontrer l'importance de ce qui se jouait à l'intérieur des marges de la planification, et notamment pour les femmes. Plus tard, des historiennes et des historiens ont repris la question des bidonvilles, que ce soit Marie-Claude Blanchard-Léard, Muriel Cohen, Cédric David, pour baliser en fait une autre histoire des 30 glorieuses que l'histoire glorieuse de la planification. C'est dire que le sujet que va nous proposer aujourd'hui Emma, c'est un sujet qui est essentiel quand on aborde la question des futurs urbains pour tempérer un peu l'enthousiasme technocratique et pour voir comment est-ce qu'on aborde la question de la mobilité, de la précarité et les enjeux sociaux des futurs urbains. À l'échelle de la Cité des Cartes, pour finir, il y a des architectes, des sociologues, des anthropologues qui s'intéressent aussi à la question des Roms pour nous montrer un peu l'envers du décor. On en parlera sans doute. Et donc, je suis très, très heureux de pouvoir organiser ce 13e déjeuner qui résonne vraiment avec des préoccupations qui sont aussi les nôtres et les miennes en particulier. Je donne la parole à Marie pour présenter Emma. Merci Marie. Alors, merci beaucoup à toutes et à tous. C'est vrai que le groupe JEDI, depuis ses débuts, s'intéresse pas mal aux questions de discrimination, qui est une question centrale, et plus généralement, ça s'attelle à décrypter les rapports de domination. Et donc, c'est vrai que les questions de mobilité et de migration auxquelles Emma s'intéresse de près, c'est vraiment une thématique qui est centrale du groupe, et notamment à travers des approches décoloniales, féministes, critiques, qui sont celles qui sont justement mobilisées par Emma. Donc Emma, après un master en urbanisme, tu termines une thèse au laboratoire Ville, Mobilité, Transport, donc sous la direction de Caroline Gallès du LVMT également, mais aussi de Christine Lelévrier qui est au Laburba. Et donc, tu travailles sur les mobilités de femmes roumaines qui sont identifiées comme roms, qui vivent en bidonville, et donc sur leur mobilité à différentes échelles, à la fois mobilité quotidienne, mobilité résidentielle aussi en Île-de-France, mobilité aussi transnationale entre France et Roumanie, avec donc un intérêt pour l'articulation entre espace domestique et espace public, et le tout dans une perspective transnationale, féministe et intersectionnelle que tu vas nous présenter. Donc merci beaucoup en tout cas pour ta contribution, et on est très heureux et heureuse de t'entendre. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation Marie et cette présentation Loïc. Je vais vous partager ma présentation au PowerPoint. Alors, partager l'écran. Et là, je mets ça. Voilà. Est-ce que vous voyez? Hop, et si je passe comme ça, voilà. Ok, super.
Alors c'est parti. Et donc en effet, cette thèse porte sur les mobilités des femmes roms ou identifiées comme telles. Et donc ma présentation va comporter plusieurs points. Tout d'abord, je vais dire un mot rapide sur le chemin qui m'a conduit jusqu'au sujet actuel. Puis je préciserai en quoi a constitué ma méthode. Et enfin, je donnerai les principaux résultats de ce travail de recherche. Donc je commence cette thèse en 2016 et à ce moment-là, mon angle est surtout celui des bidonvilles. Et j'essaye de comprendre pourquoi, malgré les évacuations répétées, cette forme d'habitat perturbe. En étudiant les déplacements dans la ville et les hébergements en hôtel, j'essaye de comprendre à quels besoins les bidonvilles répondent. Et à ce moment-là, je lis les travaux de Colette Monet, de Florence Bouillon, de Thomas Aguilera, de Michel Agier sur les camps et l'émergence des villes dans les marges, et par exemple Jean-Yves Vauthier sur les choix résidentiels. Mais au fur et à mesure que mon enquête progresse, je suis de plus en plus entourée par les femmes. Et en fait, c'est auprès d'elles que je peux mener des observations longues, des discussions approfondies. Et c'est elles que j'accompagne en ville, avec qui je marche dans les bois. C'est avec elles que je passe des après-midi entières à discuter. Et donc l'ethnographie que je mène d'octobre 2016 à mars 2019 ne me permet pas d'accéder au monde des hommes. Donc, mon objet de recherche passe des mobilités des familles aux mobilités des femmes. Et donc, je change de lecture. Je vais lire davantage les travaux de géographes féministes comme Camille Schmoll, de personnes qui travaillent sur les migrations féminines comme Myriana Morok-Basic, mais aussi Amélie Le Renard. Et puis, en ce qui concerne les épistémologies féministes et l'anthropologie et la philosophie féministe, je lis les travaux de Donna Haraway, Anna Tsing, Iris Marion-Yang et Elsa Dorland. Mais en fait, un article qui a particulièrement marqué un tournant dans ma recherche est celui de Mélissa Gilbert, qui est écrit en 1998 et qui est traduit en 2012, qui s'appelle Race, Space and Power, The Survival Strategy of Working Poor Women. Et en fait, dans cet article, elle compare les pratiques spatiales quotidiennes de femmes précaires blanches et les pratiques spatiales de femmes afro-américaines. Et en fait, elle conclut en affirmant que les femmes afro-américaines ont des déplacements qui sont plus restreints parce que face au racisme systémique, elles s'appuient davantage sur des ressources de leur réseau personnel qui est localisé, contrairement aux femmes blanches qui s'appuient sur les ressources issues de l'institution. Donc cet article me donne des clés de lecture différentes et c'est la première fois que je lis un article scientifique qui étudie les mobilités quotidiennes en adoptant une approche intersectionnelle. Donc en effet, d'habitude, les travaux sur les mobilités quotidiennes portent plutôt sur des couples biactifs avec enfants vivant en logement stable et ce qui ne correspond pas à la situation de mes enquêtées puisqu'elles sont étrangères, précaires, elles ne parlent pas toutes français, elles sont migrantes. Et en fait, alors qu'il existe une littérature assez fournie sur les bidonvilles, en fait, assez peu d'études sont intéressées à leur situation particulièrement. Ensuite, les études sur les migrations transnationales des femmes donc ont révélé déjà que la place qu'elles occupent dans l'immigration et leurs effets de ces mobilités, ces migrations sur leur subjectivité. Des enquêtes ont été menées auprès de femmes appartenant à des groupes sociaux variés, mais qui ne correspondent pas à la situation de mes enquêtés en bidonville, qui est particulièrement, donc leur situation est particulièrement mobile et particulièrement précaire. Puisque ce sont des migrantes pendulaires donc qui réalisent des allers-retours fréquents contre pratiques transnationales dans l'espace européen et donc qui retournent régulièrement dans leur pays d'origine, la Roumanie. Par ailleurs, elles sont expulsées des terrains ou des bâtiments qu'elles occupent illégalement, donc elles sont régulièrement en situation d'errance. Et ensuite, étant identifiées comme roms, elles sont discriminées dans l'accès aux droits communs. Et enfin, contrairement à des personnes qui migrent seules, elles sont en charge des enfants et du travail domestique. Donc mes enquêtées ne migrent pas seules, elles migrent en famille, ce qui crée aussi une particularité à leur situation. Donc, ce que je veux dire par partir de chez soi, en fait, ces femmes, elles sont confrontées au cours de leur vie à partir régulièrement de chez elles en Roumanie, de chez elles en France, puisqu'il y a ces mobilités quotidiennes souvent contraintes.
et donc des mobilités quotidiennes qui constituent le cœur de ma thèse. Donc en fait, dans cette thèse, je me demande comment les mères, donc ces femmes qui ont toutes des enfants, comment ces mères en bidonville articulent le travail domestique et l'espace public, et comment elles prennent soin de leur famille et d'elles-mêmes au sein de ces différentes marges qu'elles traversent. Donc je vais tout d'abord aborder les outils théoriques et méthodologiques que j'ai utilisés avant de présenter mes résultats. Donc, c'est des outils qui permettent de saisir la relation entre mobilité, care et rapport de domination croisé. Juste avant, une petite précision sur les marges. Donc, je reprends la définition de Marion Tillous qui indique qui définit la marge comme à la fois ce qui est en périphérie et ce qui résulte d'une mise à l'écart. Donc, en effet, les marges, elles interrogent les normes. Et en fait, elles sont à la fois le produit de la relégation et un espace ressource qui rend possible davantage de pratiques. Donc ici, les marges dans mon terrain, c'est les bidonvilles, les chambres d'hôtel, les lieux dans l'espace public d'activité économique informelle et le village d'origine en Roumanie. Donc, comme Marie l'a indiqué en présentation, un outil théorique indispensable de ma recherche, c'est l'intersectionnalité. Donc, ce concept de sciences sociales qui permet de saisir plusieurs rapports sociaux de domination ensemble pour mieux penser et mieux saisir les expériences minoritaires. Dans le cadre de ma recherche, il s'agit de visibiliser à la fois le racisme vécu par les femmes en Roumanie et en France, mais aussi le sexisme au sein de la famille dans l'espace public et dans les projets d'insertion en France. Donc, il s'agit de dire que le genre n'est pas seulement une variable, mais c'est aussi une catégorie d'analyse et qu'il faut bien le penser comme un rapport social qui est construit, qui hiérarchise les hommes et les femmes et qui leur assigne des attributs. Sur le terme race, donc, ça ne renvoie évidemment pas à une catégorie biologique ou culturelle, mais plutôt à une hérédité supposée. Donc, il s'agit, pareil, d'un rapport social, mais qui hiérarchise les groupes entre eux à partir de critères et qui change d'ailleurs en fonction des situations et des moments. Et donc, ça peut être des critères phénotypiques, vestimentaires, religieux ou linguistiques. Des critères qui sont dynamiques et qui sont pas figés, qui dépendent aussi des personnes engagées dans la relation de domination. Donc, en plus de l'intersectionnalité, un concept important qui vient des études féministes, c'est le concept de care. Donc dans le cadre de cette thèse, on prend une définition assez restreinte du care qui peut se traduire par le souci des autres. Donc en fait, je m'intéresse aux activités des femmes qui répondent à un besoin concret des membres de leur famille. Donc ça concerne le travail domestique, mais aussi le soin, l'éducation, le soutien ou l'assistance. Donc voilà pour les principaux outils théoriques. Ensuite, méthodologiquement, j'ai réalisé une ethnographie. Ce n'est pas une méthode qui est forcément très courante pour étudier les bidonvilles. Voilà une image de bidonville où j'ai enquêté. Donc en fait, dans la mesure où mes enquêtées ne sont pas recensées, elles parlent peu français, elles sont très précaires, c'est une méthode qui convenait bien pour pouvoir observer leur vie quotidienne. Et donc, il s'agissait de trouver une autre méthode que celle qui est souvent employée pour étudier les mobilités quotidiennes, comme les enquêtes ménage des déplacements, qui sont plutôt des enquêtes statistiques, des questionnaires ou des usages d'utilisation des traces numériques, des traces GPS. Donc, l'ethnographie, ça consiste à avoir une observation de la vie sociale des personnes sur un temps long. Donc, ça permet de saisir plusieurs événements de la vie des personnes et d'avoir accès à la multiplicité de leur vie sociale. Et donc, il s'agit d'accéder à la vie des personnes et à des niveaux dans leur sphère intime également, en créant une relation d'enquête qui est privilégiée. Donc, dans mon cas, j'ai réalisé des observations ethnographiques pendant une trentaine de mois dans 11 bidonvilles et 4 hôtels sociaux en Île-de-France, à Beaulieu-les-Prés et à Méry-Ville. Et ça a permis de suivi d'une vingtaine de familles et la construction de liens plus forts avec une quinzaine de femmes et adolescentes âgées de 12 à 45 ans. J'ai par ailleurs effectué 2 séjours en Roumanie et j'ai pris des cours de roumain à l'université pendant 2 ans.
J'ai également mené quelques entretiens avec des femmes relogées en logement social qui ont vécu en bidonville et qui ont été relogées en Île-de-France. J'ai également mené des entretiens semi-directifs avec des acteurs publics de la résorption, en préfecture, à la DIAL, dans des mairies, des départements et à des opérateurs de projets d'insertion. Donc, c'est une ethnographie que j'ai réalisée sur les mobilités, donc une ethnographie des mobilités. Donc, il s'agit de saisir les enjeux liés à la situation des femmes en bidonville. Et donc, ma méthodologie, elle s'est adaptée à leur caractère mobile, comme je l'ai indiqué. Donc, je les ai suivis dans différents lieux de vie, dans des baraques, dans des chalets, dans des chambres d'hôtel, dans des maisons. Je les ai accompagnés dans des espaces publics, des places, des forêts, des centres commerciaux, mais également dans les transports, les bus, les taxis, des voitures. De plus, je n'ai pas réalisé de migration à leur côté, mais j'ai observé le mode de vie au moins de 2 d'entre elles en Roumanie et en France. Et donc cette approche transcalaire m'a permis d'avoir un aperçu assez global de leur mobilité et de comprendre combien les enjeux des mobilités dépendent de multiples facteurs. Donc ça a impliqué de suivre ces personnes dans leur déplacement et parfois d'être confrontée à leur départ et parfois leur retour aussi dans mon terrain et parfois leur absence définitive. Donc, j'ai essayé de visibiliser ces mobilités, et notamment résidentielles, en réalisant des cartes à l'aquarelle. Donc là, c'est 3 cartes qui représentent un des lieux d'enquête de cette thèse, donc de 2017 à 2019. Et on voit que donc les bidonvilles apparaissent et disparaissent et ne laissent derrière eux, comme on voit en 2018 et surtout en 2019, seulement des vestiges, seulement des zones déforestées, constituées de bosses et de trous qui ont été laissés par les bulldozers. Donc, ces cartes-là, elles s'inscrivent dans le courant des méthodes subjectives en cartographie. L'inscription spatiale des bidonvilles et donc les ruines que les évacuants laissent derrière elles marquent inexorablement le paysage. Et donc ces cartes, elles n'ont pas prétention à garantir une véracité, une localisation précise des données. C'est plutôt une représentation que j'ai de ces espaces, après moi-même avoir traversé les forêts, enjambé les fossés, glissé dans des chemins et parfois avoir ressenti la peur seul dans la forêt. Donc on voit que les couleurs sont changeantes et correspondent par exemple aux saisons et que les chemins en fait sont variables aussi, puisque ce sont les chemins que les personnes empruntent et qui évoluent dans le temps, des chemins que eux-mêmes tracent par la marche, que les personnes tracent dans l'espace. Ensuite, pour protéger mes enquêtés, j'ai décidé d'anonymiser leur nom, mais aussi les lieux où l'enquête s'est déroulée. Ensuite, je vais préciser un petit peu pourquoi j'emploie le terme d'ethnographie féministe. C'est parce que je m'appuie sur les épistémologies féministes donc de Donna Haraway et Sandra Harding notamment, qui considèrent que les savoirs sont toujours situés, qui critiquent les positions et la prétention à la neutralité en sciences et s'intéressent à des sujets qui sont de l'ordre du privé et de l'intime. Et donc, j'ai mis au point une méthodologie féministe. Donc, il s'agissait d'associer à la fois ces théories féministes et une méthode. Donc, j'ai parlé, par exemple, là, de ces cartes qui ne prétendent pas à une vision rationnelle de l'espace, mais plutôt subjective. J'intègre aussi de la fiction dans mes écritures, dans l'écriture de la thèse par endroits. Et dans l'enquête, j'ai décidé d'enquêter seule et de ne pas faire de l'observation participante en association pour être plus libre lors de mon enquête et pouvoir m'adresser à mes enquêtés en tant qu'individu et non pas représentante d'une association. Et les épistémologies féministes s'intéressent aux rapports de pouvoir en général, mais aussi les rapports de pouvoir entre femmes et
elle donne des pistes intéressantes pour étudier les relations d'enquête. En effet, mes enquêtées, elles sont peu scolarisées, elles parlent peu français, elles sont racisées et vivent dans des marges urbaines. Et donc forcément, enquêter auprès d'elles pose des questions de positionnalité. Je vais peut-être pas avoir le temps de développer ce point-là puisque le temps file, mais disons qu'il s'agissait en fait de pouvoir, à partir de notre relation, pouvoir réfléchir au rapport de pouvoir entre femmes et comment les mobilités s'inscrivent dans nos vies de manière différenciée. Et donc, on a un rapport à l'espace public qui est différent au vu de nos positions sociales. Donc, je m'interroge notamment comment les normes de genre, en fait, nous traversent et nous affectent différemment, elle et moi. Donc, après avoir donné des précisions sur les outils théoriques et méthodologiques, je vais présenter les principaux résultats de cette recherche. Tout d'abord, donc sur les questions, sur les pratiques spatiales, et premièrement, la manière de sortir de chez soi, hein, qui paraît en fait tout simplement une activité quotidienne, mais qui n'est pas anodine pour mes enquêtés. J'aborderai ensuite la question de l'accès au transport en commun et au transport personnel, et ensuite, j'aborderai la question de la pratique de la mendicité dans l'espace public. Et donc là, il y a une référence qui est intéressante, qui est soulevée par Donna Haraway à partir de la théorie de la fiction panier d'Ursula Le Guin, qui propose de faire le récit de petits trajets quotidiens plutôt, et du coup, dans ce sillage-là, ce qui m'inspire, c'est de faire le récit de petits trajets quotidiens plutôt que de grands voyages héroïques. Et du coup, je vais m'intéresser à des petits détails auxquels les femmes sont attentives et qui sont nécessaires, qui révèlent en fait les rapports de domination dans l'espace. Donc, par exemple, la question de la marche. Donc, pour beaucoup de femmes, marchent sur de longues distances pour réaliser des activités variées. Mais ça a un impact important dans leur subjectivité, puisque dans un contexte d'hostilité, marcher implique des tactiques particulières. Ça rejoint les études notamment de Marilyn Lieber qui affirme que la plupart des femmes, afin de se prémunir du danger dans l'espace public, ne sortent pas seules à des heures tardives et mettent en place des stratégies pour se protéger. Et donc, dans mon cas, ils font un diagnostic de ce qui peut se passer dans l'espace public en amont, donc chez elles, sur le seuil, juste avant de sortir de chez elles. Et en effet, les femmes que j'ai rencontrées qui vivent en bidonville évitent de sortir la nuit et font appel à leur entourage, donc leur mari, pour celles qui sont en couple, ou leurs enfants, des membres de leur famille, leur mère ou leur cousine. Et au-delà de la crainte des agressions sexistes, il y a aussi des agressions racistes. Par exemple, à la fin du mois de mars 2019, il y a une rumeur qui a été lancée sur les réseaux sociaux, mais plusieurs personnes ont été agressées, et mes enquêtés ont senti ce danger et l'ont intériorisé, notamment à partir de signes corporels qu'elles identifiaient comme les vêtements, la couleur de la peau, la coiffure. Et donc, elles se sont subjectivées comme proie, au sens où elles adorent l'emploi. Et donc, j'essaye de voir comment, à travers le corps, les personnes également se subjectivent et appréhendent les rapports sociaux dans l'espace public. Je m'intéresse également aux vêtements. Donc, non pas juste le vêtement comme manière de se vêtir, d'avoir chaud, non pas un simple morceau de tissu, mais aussi comme éléments qui ont du sens et qui font partie à la fois, qui participent à l'assignation sociale et raciale, mais aussi qui sont des éléments qui reflètent leur subjectivité, qui peuvent être un support d'identité et qui également nous a reliés dans la relation, puisque ces vêtements-là, ils circulaient aussi entre nous, on s'est fait des dons et on se faisait des remarques sur les vêtements, et à travers les vêtements, Iris Marion Young indique que c'est un support de domination, mais c'est aussi un vecteur d'émancipation, parce qu'il y a un plaisir dans le vêtement, et c'est un objet qui rassemble
rassemble des femmes et qui est un support de conversation. Donc c'est un des éléments, voilà, des petits objets comme ça, accessoires de mobilité qui m'intéressent dans cette thèse. Ensuite, sortir de chez soi, ça veut aussi dire réaliser des activités pour les autres et pour les membres de sa famille. Et donc, j'ai analysé un travail domestique qui est mobile et qui est particulier et qui est particulier pour les femmes qui habitent en bidonville. D'une part parce que les conditions de vie sont précaires en bidonville. Et donc, sur le plan énergétique et foncier, puisqu'en fait, les personnes habitent dans des baraques voilà, comme ça dans les bois. Le sol est vite recouvert de boue, il n'y a pas d'eau et d'électricité. Et donc, les femmes vont avoir comme tâche domestique, notamment, d'aller chercher de l'eau, par exemple, de faire des courses régulièrement, puisqu'il n'y a pas de frigidaire. Et donc, un des outils, c'est la poussette. Et là, je développe un petit peu des éléments sur la poussette, voilà, à quel point cet outil-là est central dans leur vie et sert à de multiples tâches, comme transporter des enfants, bien sûr, des courses, mais aussi des affaires à des personnes à qui on rend visite. Et puis plus tard, ça peut permettre de transporter du bois ou des jerrycans d'eau, comme je l'ai indiqué. Donc, ces éléments-là sont liés à la pratique de la marche. Et je vais maintenant évoquer la question des transports et l'accès au transport qui est très différent en fonction des personnes. Mais le point commun des femmes de mon enquête, c'est qu'elles n'ont pas le permis de conduire et donc qu'elles utilisent des transports en commun ou des transports personnels de leur mari. Mais mes enquêtées, elles n'ont pas de revenus réguliers, elles ont des activités informelles et pour la plupart, elles ne sont pas en mesure de payer les titres de transport et donc elles pratiquent la fraude. Mais avec les enfants, la fraude est particulièrement compliquée. Et donc avec une poussette fraudée, évidemment, ça ajoute de la complexité. D'une part, il faut compter sur une station ou une gare qui dispose de portes qui sont prévues à cet effet, donc des grandes portes pour passer avec une poussette. Il faut trouver le moyen de l'ouvrir, donc soit en tirant avec force, soit en trouvant quelqu'un qui veut bien, de l'entourage qui accepte de valider un pass Navigo pour soi. Donc j'essaie d'identifier différentes tactiques comme ça pour passer les portillons et accéder au transport en commun. Et en fait, l'accès au pass Navigo, il est très restreint et il concerne seulement quelques personnes qui participent à des projets d'insertion ou d'autres personnes qui participent à un service civique, par exemple, mais c'était principalement le cas de jeunes hommes. Et donc, cette carte violette, c'est un vrai sésame et, que peu de personnes, à laquelle peu de personnes ont accès. Ensuite, donc cette question des transports, elle est importante et elle crée aussi un rapport de dépendance avec les maris qui ont le permis et concernant mes enquêtés qui ont seulement ceux de Méryville ont un camion. Donc, il y a des différences de situation parmi mes enquêtés qui habitent en bidonville. Je propose maintenant d'aborder des activités économiques qui ont lieu dans l'espace public et qui sont en lien avec la mobilité. Donc, une des pratiques, c'est la ferraille. Donc, faire la ferraille, ça veut dire récupérer des objets qui contiennent du métal pour les vendre au poids à des grossistes. Et donc, à Méryville, donc un des lieux d'enquête, toutes les familles vivent de cette activité. Et par exemple, elles ont le calendrier des encombrants de plusieurs villes de la région parisienne et utilisent le GPS pour se déplacer. Et elles obtiennent plus de revenus que mes enquêtés à Beaulieu qui vivent principalement de la BIF, de la mendicité et certaines du travail du sexe. Et donc ces objets à récupérer, ils sont déposés sur le trottoir la veille de l'enlèvement par le service de nettoyage. Et il s'agit donc d'une activité qui se réalise en fin de journée et qui peut se terminer tard dans la nuit.
Et il arrive que les femmes emmènent leurs enfants avec elles parce qu'elles ne peuvent pas les faire garder ou parce que les enfants insistent à venir. Et donc, en plus de devoir les occuper durant le trajet, les changer et leur donner à manger, elles doivent aussi participer au chargement du camion ou lorsque celui-ci bloque la circulation, descendre rapidement, charger seul l'objet dans le camion à récupérer pendant que le mari reste au volant. Et donc, en pratiquant cette activité économique avec leur mari, les femmes des bidonvilles participent au travail productif, c'est-à-dire à la création de revenus pour la famille, mais elles prennent aussi en charge le travail domestique en mobilité, puisqu'elles s'occupent des enfants dans le camion. Donc, notre activité, donc la mendicité, qui concerne plutôt mes enquêtés à Beaulieu. Donc, cette activité, elle comporte un caractère paradoxal, puisque c'est une manière de gagner de l'argent, mais en même temps, c'est une manière de gagner de l'argent qui est risquée. Et donc, comme c'est risqué, elle nécessite la mise en œuvre de tactiques qui vont dépendre des propriétés sociales des personnes et des rapports sociaux en situation. J'ai identifié plusieurs tactiques comme le fait d'être accompagné, le fait de retourner régulièrement dans les mêmes espaces de mendicité, la posture également employée et donc je vais évoquer tout d'abord le fait donc plutôt je vais parler plutôt de la régularité et donc de la routine dans la pratique des lieux. Et ça, c'est le cas de la plupart des femmes qui choisissent un endroit ou un trajet ou mendier et le conservent dans la durée. Par exemple, Viviana va à Franprix, Chiricella va au tabac, Domenica va au champ, Madalina va dans le RER. Et donc, cette routine permet d'établir des relations de quasi-voisinage avec les usagers des transports. Et donc, par exemple, les usagers des transports reconnaissent les personnes qui font la manche et réciproquement, les personnes qui font la manche reconnaissent des visages familiers et peuvent être rassurées par le fait d'être en présence de personnes avec qui le partage de l'espace a précédemment donné lieu à des échanges polis ou tout simplement anonymes. Donc, cette routine, ça les met en confiance et ça leur garantit, à partir d'une expérience passée, une pratique de l'espace public qui est sans altercation. Donc, cette familiarité est acquise et entretenue et elle doit se comprendre comme un sens pratique des lieux. Et on comprend ainsi à quel point les évacuations et le relogement lointain perturbent et alourdissent le quotidien. Ensuite, une des tactiques est les postures corporelles et les tactiques de mendicité que les personnes emploient et les lieux de mendicité. C'est important de les concevoir non pas comme de simples options, mais aussi des choix que les personnes font, des choix stratégiques en fonction de leurs préférences, mais aussi de leur référence morale ou du potentiel économique que ces lieux induisent. Par exemple, Domenica, Chiricella et Viviana, elles mendient assises dans un lieu fixe, ce qui leur permet de ne pas se fatiguer, de donner rendez-vous à des proches. Dana et sa mère Johanna, elles, mendient dans le train parce qu'il fait chaud et qu'il y a des gains économiques plus importants. Et enfin, Marina mendie, elle, la tête baissée, parce que c'est une manière pour elle de compenser un acte dévalorisant par une posture qu'elle juge respectable et humble. Donc, elle me dit que baisser la tête, elle me fait comprendre que baisser la tête lui permet de survivre à la honte et au mépris associés à la mendicité. Et donc, toutes ces techniques de choix de lieu, des techniques corporelles, c'est des manières de pouvoir survivre, gagner en gagnant de l'argent dans l'espace public. Donc, je vais maintenant conclure en disant que ce travail de thèse, donc il emploie des outils conceptuels qui ne sont pas toujours utilisés pour étudier les mobilités, donc ceux de l'intersectionnalité, donc qui permettent de saisir des expériences qui sont d'habitude peu visibilisées, et ça permet d'interroger les normes des espaces urbains. Par ailleurs, cette thèse utilise une méthode qui est rarement utilisée dans les études des mobilités, donc l'ethnographie, qui donne lieu à une observation de micro-événements de la vie quotidienne qui sont parfois déterminants dans le choix des mobilités. Et donc, l'étude des mobilités quotidiennes de ces femmes en bidonville,
elle met en évidence des tactiques qui sont mises en œuvre dans des situations de grande précarité, à la fois économique, administrative, résidentielle. Et donc, en effet, pour sortir du bidonville et accéder au transport, les femmes doivent s'équiper, contourner la boue, éviter des contrôles et franchir, par exemple, des portillons. Donc, il y a de nombreux obstacles quand il s'agit de partir de chez elles. La perspective féministe que j'emploie, elle porte une attention sur les inégalités entre femmes et sur les tactiques des dominés, notamment les tactiques corporelles. Cela intègre à l'analyse des sujets des théories féministes, donc le care, le travail domestique, le harcèlement de rue ou les violences domestiques. Donc l'étude des mobilités quotidiennes avec les enfants, elle révèle également que le travail de care, il peut être mobile et prendre place dans l'espace public. Et donc, il y a une domestication de l'espace public qu'on peut voir comme une manifestation de la précarité intime qui a lieu dans l'espace public. Et ça permet d'atténuer cette dichotomie entre le public, les sphères publiques et les sphères privées. Ensuite, la thèse montre que la mobilité, elle est collective et elle est répartie au sein de la famille nucléaire et transnationale. J'ai pas eu l'occasion beaucoup de le montrer aujourd'hui, mais en fait, les femmes s'entraident et traversent les frontières pour se soutenir. Et donc, il y a des échelles assez larges de la mobilité, donc de la dimension transnationale. Il y a une dimension transnationale à la mobilité quotidienne. Enfin, les femmes sont loin d'une quête d'autonomie et les migrantes en bidonville activent face aux dominations croisées leur réseau de parenté qui est autant local que transnational. Donc, le care entre femmes adultes entraîne une mobilité à l'échelle transnationale. Ainsi, il y a une autre chaîne du care qui apparaît et qui met alternativement en mobilité ou en immobilité les femmes, qui constituent un réseau d'interdépendance. Voilà, j'espère pas avoir trop dépassé le temps et je suis ravie de recevoir vos retours et de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Emma. Alors, apparemment, c'est moi qui enchaîne. Merci pour cette présentation très, très claire, très stimulante. Je pense que tu aurais pu continuer à parler. En fait, on t'écoutait avec beaucoup, beaucoup d'attention. Julie Texier est déjà partie. Elle était désolée de partir avant la fin. Et j'invite toutes les personnes qui assistent à ce séminaire en ligne à poser leurs questions par le chat afin qu'on puisse leur redonner la parole. C'est moi qui vais faire ça. Et le temps que d'autres personnes se manifestent, puisque je ne vois personne pour l'instant, peut-être que je peux commencer par un retour personnel, un retour qui sera sous la forme d'une question, plutôt deux questions. Je commence peut-être par deux questions. Oui, tu as raison, je crois, de souligner l'importance de travailler sur la mobilité à partir de l'ethnographie, parce que c'est peu fait et effectivement, ça ouvre des possibilités d'articulation des échelles spatiales, ce que tu montres assez bien. Tu as évoqué le terme de transcalaire pour ton travail. Peut-être que tu auras envie de développer un peu plus cette dimension. Et toi, à partir de ces mobilités quotidiennes que tu interroges de manière très, très différente de ce qui peut être appelé mobilité quotidienne dans beaucoup de travaux de la littérature existante, il me semble que tu peux à la fois interroger ce que la mobilité fait à l'expérience urbaine et autour de ces espaces urbains, mais aussi ce que c'est que le chez-soi. J'ai envie que tu reviennes peut-être sur le titre de ta thèse et ces multiples chez-soi que tu mets en relation, que tu questionnes. Cette question de la mobilité et de la manière dont elle va définir des espaces, je dirais, plus fixes, qui sont supposément associés au chez-soi, c'est peut-être aussi une manière de réinterroger les frontières un peu classiques du point de vue des études de genre entre espace privé et espace public. Est-ce que toi, tu questionnes ces définitions d'espace? Et puis, si on parle de chez soi, alors finalement, je ne poserai qu'une seule question, Emma, puisqu'elle a plein de dimensions. Est-ce que le chez soi, pour les personnes avec lesquelles tu travailles, c'est le bidonville? Et comment est-ce qu'elle l'appelle, en fait? Puisque c'est sans doute pas comme ça qu'elle l'appelle. Donc, comment ce jeu des désignations spatiales est remis au mouvement aussi quand tu travailles avec elles dans leurs déplacements les plus ordinaires, quotidiens, répétés, minuscules ou très importants. Voilà
l'ensemble de questions par lesquelles tu peux peut-être commencer à débattre avec nous. Merci Anne pour ces questions. Bien, en fait, chez elle, c'est intéressant, et ça, c'est grâce à le séjour en Roumanie que j'ai effectué. Je me suis rendu compte que le chez voilà, il dépend vraiment des personnes. Même en Roumanie, les femmes sont dans des situations très différentes entre elles. Et certaines sont dans une situation de grande précarité, elles n'ont pas de maison. Et donc, en fait, elles habitent auprès de membres de la famille, et il y a un habitat voilà, qui est intergénérationnel. Euh, et ça explique du coup aussi la migration, parce que pour beaucoup, et notamment des personnes qui viennent de familles nombreuses, la migration est une manière de quitter le domicile parental pour voilà, faire sa vie, gagner de l'argent, trouver un autre chez soi. Et en fait, euh, notamment à cause du contexte et des rapports sociaux de race en Roumanie qui sont très présents, les personnes voilà, n'ayant pas de diplôme, ayant été peu scolarisés, en fait, ne trouvent pas de travail. Et la migration est une manière de pouvoir voilà, accéder à des ressources économiques. Mais pour beaucoup, ce qui se produit, c'est qu'arrivé en France, le chez-soi prend la forme d'une baraque dans un bidonville, ce qui me permet d'évoquer les questions de désignation spatiale. Donc les personnes avec qui je parlais en roumain utilisaient le terme roumain pour parler du bidonville, donc le Platz. Et pour les personnes qui étaient en France depuis longtemps et qui parlaient français, avec qui je parlais français, parfois utilisaient Platz dans une phrase en français, ou bien utilisaient le terme bidonville. Et c'est vrai particulièrement pour les personnes qui fréquentent et qui ont été accompagnées par des militants associatifs et qui emploient ce terme-là. Donc le terme bidonville, c'est un terme qui vient des militants et des chercheurs. Et l'objectif, c'était de se distinguer de l'emploi qui vient plutôt des pouvoirs publics de campements illicites, même de Rome, et de dire que voilà, il s'agit d'un habitat précaire et qui a existé par le passé en France et qui correspond à une forme spatiale voilà, dans d'autres pays, dans d'autres contextes urbains. Donc, moi, il y a un intérêt scientifique à utiliser le terme de bidonville. Je l'employais régulièrement avec elle, mais ce n'est pas une catégorie émique, ça c'est clair. Pour revenir sur la question du chez-soi, je pense que c'est... En fait, je pourrais parler d'espace domestique plutôt que de chez-soi. Je crois pas, enfin, je mets pas forcément beaucoup de contenu dans c'est pas vraiment pour moi c'est pas vraiment un concept en fait, ça permet de parler de l'espace domestique, mais en fait pour beaucoup de femmes il y a, et c'est peut-être différent de ce que d'autres chercheurs ont montré, mais l'investissement affectif il est assez moindre quand même, parce que la baraque en bidonville elle est vraiment associée à la précarité et à un manque de confort, à une suroccupation. Et puis, ce sont en fait des lieux de vie très éphémères, puisque beaucoup d'entre elles sont expulsées très régulièrement. Et en fait, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure, il y a un attachement qui se délite. Et en fait, les femmes ont peine à garder leurs affaires d'une fois sur l'autre. Et donc, il y a en fonction, voilà, il y a des femmes, je pense que je suis allée dans peut-être 5 ou 6 baraques différentes. Et j'avais l'impression qu'il n'y avait pas le même investissement dans la baraque en fonction de ces époques-là et en fonction du rythme des évacuations. Voilà. Et pour une autre enquêtée qui m'a invitée en Roumanie, elle, au contraire, elle met toutes ses économies dans la maison en Roumanie, et il y a un attachement affectif très, très fort. Elle dit que c'est son palace. Et en même temps, un regret très grand à ne pas pouvoir passer plus de temps chez elle en Roumanie. Donc il y a une espèce de contradiction entre un attachement pour cette maison et à la fois le fait de son côté de pas vraiment se projeter non plus à l'avenir en Roumanie.
Donc il y a quelque chose de contradictoire entre une maison confortable qu'elle aménage, dans laquelle elle me parlait de ses rideaux, la couleur des murs, etc. Et en même temps, dans un pays dans lequel elle ne se projette pas. Alors qu'en France, là où elle habite, c'est un pays dans lequel elle se projette, elle vit dans des conditions très précaires et difficiles. Et je ne suis pas sûre qu'elle considère que ce soit vraiment chez elle un petit cocon protecteur, quoi, l'espace domestique. Et c'est pour ça que je trouve ton travail très intéressant, c'est que c'est cette question sur le chez-soi, parce que tu le mets en titre de ta thèse, donc ça donne envie de t'interroger en fait, mais j'ai l'impression que tu as énormément d'éléments pour qualifier ce chez-soi précaire, fragile, voire projeté ailleurs, fantasmé dans un plus tard ou dans un déjà là en Roumanie, mais peu accessible. Et ça me donne envie de te poser une autre question, en l'absence de questions dans le chat pour l'instant. Ah non, je voyais Loïc. Bah alors, je termine et puis je te passerai la parole, Loïc, si tu veux. J'étais très sensible aux cartes à l'aquarelle que tu nous as montrées. Là, je vais passer un peu plus ma casquette penser l'urbain par l'image, dans la question de la visualisation. Mais dans Penser l'urbain par l'image, nous travaillons beaucoup avec la photographie, le film, la vidéo, pas tellement à partir de la carte, ou alors on l'interroge comme un objet, mais on est assez proche en fait de ces courants de cartes sensibles. Et je me suis demandé si d'une part, tu avais eu envie, enfin pourquoi tu avais mis de côté de manière forte le fait de travailler avec la caméra, sachant que je sais que tu viens aussi du cinéma au départ. Donc voilà, ça c'est une question un peu de curiosité, épistémologique même, hein, mais également puisque tu as développé ces cartes à l'aquarelle qui sont plutôt des cartes de lieux de vie est-ce que tu as eu envie ou est-ce que tu as fait des cartes qui reconstituent la pluralité des lieux de vie pratiqués par ces femmes auxquelles tu t'intéresses? Parce que tu décris assez précisément la multitude de parcours multiscalaires qu'elles font. Est-ce que tu as eu envie de les relier, de représenter ces lieux? Oui, donc j'ai fait ces cartes pour représenter l'espace et le nombre de bidonvilles et les vestiges, les ruines, c'est aussi qui m'intéressait. Je voulais faire sentir l'épaisseur de la forêt et la boue des sentiers. J'ai pas utilisé la caméra parce que ça m'emmenait, en fait, pour moi, ça m'ajoutait une difficulté. Et de là où j'en étais, commencer l'ethnographie, c'était déjà pour moi voilà, un défi et que j'étais contente de relever, mais non sans appréhension, puisque voilà, il faut négocier sa place, voilà. Commencer cette relation un peu bizarre qui est la relation d'enquête quand même, qui interroge à de multiples égards. Et puis par ailleurs, en fait, je voulais pas, une caméra aurait été pour moi un intermédiaire, aurait été voilà, quelque chose qui se serait posé entre moi et les enquêtés. Chose qui m'aurait, je crois, compliqué un petit peu le travail. Et par ailleurs, au niveau du sujet voilà, que je traitais, donc les bidonvilles, les caméras s'associent forcément au journalisme, à la présence des médias sur place et à l'activité voilà, médiatique qui a eu surtout autour des années 2010. Et les personnes, ils sont très sensibles en fait. Et en fait, quand il y a d'autres personnes qui venaient qui prenaient des photos, etc., ça m'est arrivé plusieurs fois d'assister à des scènes où en fait les habitants critiquaient les personnes qui avaient des photos et se méfiaient énormément. Donc il y avait quand même une relation de confiance à mettre en place et sans caméra c'était bien plus facile de la construire. Mais par contre, moi je suis assez attentive, je suis assez sensible au son et aux productions sonores et c'est un outil que j'ai utilisé plutôt dans mes années de master ou dans mon parcours avant, dans des études d'art avant le master. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien utiliser pour rendre compte de l'enquête et en fait partir d'enregistrements que j'ai réalisés après avoir après des moments de terrain plutôt que de prendre des notes en fait et à cause de la marche d'ailleurs vu que Oui. loin des transports en commun, j'avais une longue distance de marche à faire pour rejoindre le RER et donc je profitais de ce moment-là pour m'enregistrer et dire tout ce qui s'était passé. Et en fait ces matériaux-là, c'est des espèces de carnets de terrain très bruts mais sonores
que j'aime bien, que j'ai réécouté pour écrire après mon carnet de terrain et que j'aime bien réécouter parce qu'il y a toute une ambiance qui est celle de la ville, du RER qui passe, des oiseaux, de la forêt, mes bruits de pas, etc. Et ça, j'aimerais bien en faire quelque chose et éventuellement à diffuser le jour de la soutenance pour donner une dimension un peu sonore de l'enquête, quoi. Voilà. Merci, mais on pourra continuer les échanges sur la question de comment filmer, photographier de façon collaborative sur des terrains sensibles, parce que là, c'est le cas. Mais je passe la parole à Loïc Vadelorge, qui souhaitait intervenir. Oui, merci beaucoup Emma pour cette présentation. Moi, j'avais une question par rapport aux vêtements. Les vêtements, vous les avez présentés comme des vecteurs d'émancipation, des supports d'identité. On a l'impression que dans le cas des femmes roms, c'est aussi un élément assez fort du stigmate et de leur présence en fait dans l'espace public. Il existe des associations caritatives qui pratiquent le vestiaire et qui offrent en fait aux populations précaires la possibilité en fait d'avoir d'autres vêtements. Comment ça se passe en fait justement pour ces populations roms? Est-ce qu'elles cherchent en fait à, à changer de vêtements ou est-ce qu'au contraire elles sont attachées à ce type de vêtements et comment dans ce cas-là on peut employer le terme de vecteur d'émancipation? Ce qui m'intéresse en fait dans les vêtements, c'est que ça permet, c'est une entrée très heuristique pour identifier voilà, vraiment des choses différentes. Et par rapport à. Et c'est un vecteur, disons, c'est un support de subjectivité, disons, le vêtement, parce que c'est souvent l'élément qui permet de se. Elle se distingue des autres femmes, notamment par les vêtements. Et beaucoup de femmes de mon enquête me disaient, se subjectivaient de manière différente. Donc certaines disaient qu'elles n'étaient pas roms, d'autres disaient qu'elles étaient roms. Et souvent le mais était suivi par le fait de on s'habille pas comme elle. Et donc en fait, voilà, et ce vêtement il permet de parler de la pluralité de la subjectivité des femmes en bidonville. Et donc certaines portent des jupes longues et portent des tresses et des foulards, et d'autres portent des jeans et des baskets, des jupes longues mais pas des jupes traditionnelles. Certaines ont les cheveux très longs et noirs et d'autres ont les cheveux blonds. On se font des couleurs. On porte 3 couleurs dans leurs cheveux. Et donc le vêtement, il est là où il est intéressant aussi, c'est que pour les personnes qui en fait, certaines femmes sortent peu en fait, parce que à cause de la boue, à cause des enfants, à cause de etc. Et donc certaines qui restent dans la baraque, donc voilà, ont un repli dans l'espace domestique, utilisent les vêtements comme une sortie ou le maquillage par exemple. Et donc il m'est arrivé de rendre visite parfois à des femmes l'après-midi et elles étaient habillées en tenue de soirée quoi. Elles avaient des tenues, des talons, elles étaient maquillées, etc. Et en fait, elles avaient mis un peu de musique et donc c'était l'occasion en fait de sortir du quotidien tout en étant chez soi. Et pour moi le vêtement là est un support voilà, pour subvertir en fait le fait d'être un peu enfermé dans une forêt et en plus dans une baraque. Et donc à la fois voilà, ces vêtements là c'est tout simplement aussi compliqué parce que la plupart en fait utilisent des techniques différentes pour en récupérer, très peu en achètent. Et donc, il s'agit de se rapprocher des associations, de moi aussi, de l'enquêtrice, de les trouver dans la rue, de les trouver au puces, etc. Donc, en fait, il y a aussi toute une... Et puis, il y a des dons, elles se les prêtent entre elles, etc. Donc, il y a des... C'est une entrée pour voir comment cet objet-là, il circule et comment c'est aussi... c'est un objet qui les distingue entre elles et qu'elles ont la main dessus aussi, en fait. C'est ça que je veux dire. Merci Emma sur la valeur performative du vêtement et sa complexité. Marie Warly Pardon, Wary. Oui, merci. Et moi j'étais curieuse de t'entendre, notamment après t'avoir entendu parler aussi des différents modes de restitution. Pourquoi tu n'as pas choisi la caméra, l'intérêt pour le son, la carte sensible, etc. Parce que tu as parlé aussi de fiction que tu intégrais dans l'écriture de ta thèse. Et j'étais assez curieuse de savoir pourquoi et sous quelle forme exactement, quel usage tu en fais aussi dans la restitution de ta recherche. Oui, donc la fiction, par exemple, je commence la thèse par une ethnofiction. En fait, j'imagine 24 heures de la vie d'une enquêtée vivant en bidonville.
Donc, c'est un prologue, en fait, de 3-4 pages, qui s'ouvre sur le réveil de la personne qui se prépare pour sortir, pour faire la manche dans la ville, et se termine par le retour de la personne dans sa baraque. Donc, c'est une femme seule qui vit avec ses enfants. Et en fait, évidemment, l'ethnographie permet beaucoup de choses, mais permet, vu que je n'ai pas passé... C'est vrai, en Roumanie, j'ai dormi avec les femmes de l'enquête, mais en France, je ne me suis pas installée sur un bidonville, donc je n'ai pas vécu avec elles. Donc, je n'avais pas accès aux heures du début de la journée et aux heures de la fin de la journée. Mais en fait, l'ethnographie permet d'accéder à des moments autres. Il y a un hors-champ que le moment présent. Et donc, dans les discussions qu'on a pu avoir sur la domesticité, la conjugalité, l'éducation des enfants, etc. Ça me permet en fait d'avoir des éléments pour raconter une histoire. Donc, ça amène des informations, c'est pas forcément c'est pas une démonstration, donc ça fait partie de la démonstration, mais la démonstration ne peut pas reposer seulement sur ça. Et puis cette fiction, elle est née aussi de plusieurs histoires de femmes que je croise entre elles en fait pour faire un espèce de portrait comme ça. Disons que c'est pour donner à voir de manière assez imagée ce que l'enquête n'a pas pu vraiment observer précisément. Et j'utilise la fiction aussi pour anonymiser les lieux et brouiller les pistes en fait. Donc je suis un petit peu obligée, parce que les 3 villes où j'ai enquêté sont très différentes, donc je suis obligée de les distinguer, et ça a un impact forcément sur les mobilités des personnes, enfin, le tissu urbain, la présence des transports, selon les projets d'insertion, il y avait un pass Navigo ou pas, etc. Du coup, je dois préciser, faire une petite analyse territoriale, mais bon, à ma façon, et la fiction est un moyen en fait de donner des éléments pour caractériser la ville, sans forcément que ça colle à la réalité. Donc je fais une espèce de géographie fictionnelle des lieux d'enquête pour pas donner le nom des villes, parce que si je donne le nom des villes, vu qu'il y a très peu de projets d'insertion, on sait vite qui est qui, et par contre, ce qui me tenait à cœur, c'était de donner des éléments précis des biographies des femmes. Et donc, pour être précise dans la biographie des femmes, il faut que je brouille les pistes au niveau des localisations, quoi. Et c'est important de dire au moins Île-de-France. Donc voilà, j'ai essayé d'imaginer une forme qui, de la contrainte, en fait, ce soit un peu stimulant à écrire, à lire. Marie, tu souhaitais reposer une question ou... Non. Peut-être un dernier petit élément. Je ne vois pas de main levée sur mon écran avant, parce qu'on arrive déjà à la fin, on n'a pas vu le temps passer. Emma, tu mets en place donc une ethnographie, tu la qualifies à certains moments de féministe. Tu nous as rappelé le contexte théorique, intersectionnel, le croisement de tes perspectives très, très stimulantes. Et l'importance aussi, peut-être que ça tu l'as moins développé aujourd'hui, mais plutôt dans des textes que tu as écrits, que j'ai pu lire, de conduire le terrain dans une approche réflexive un peu radicale, hein, donc, qui conduit à être très attentive à la façon dont, avec tes enquêtés, vous allez vous coproduire les unes et les autres, hein, dans les situations. Et donc, cette production identitaire, elle n'est pas fixée dès le départ. Il ne suffit pas de décliner son identité, ni même sa position dans le champ académique pour déjouer tous les problèmes de domination dans la situation de terrain. Tu le définis très bien. Et moi, j'avais envie de te demander, mais comment, pratiquement à la fin de ce travail, es-tu qualifiée par les personnes au fur et à mesure? As-tu été progressivement qualifiée, perçue par les personnes avec qui tu enquêtais? Oui, il y a la question de l'amitié qui était toujours présente et qui rôdait forcément, puisque comment qualifier cette relation avec cette dame qui vient, à qui on raconte beaucoup d'éléments personnels, à qui on confie ses enfants parfois, avec qui on part en vacances. On m'invite à un mariage. Un mariage. Et donc, et ça, c'était une des dimensions, une des relations possibles à envisager avec elle. Et moi, j'ai essayé de faire attention à rester en fait assez sincère par rapport à ça, et transparente sur le fait que je menais cette enquête-là en tant que chercheuse et en tant que professionnelle qui donne des cours de géographie et qui va écrire un gros livre à la fin.
Et donc, et j'étais aussi sincère par rapport à ce que je pouvais dire de moi. J'ai dit beaucoup de choses de moi-même. J'ai invité les personnes enfin, une femme à venir chez moi. Elle avait rencontré mon amie. Ma petite sœur était venue à un anniversaire sur un bidonville. Donc, c'était une manière voilà, de montrer voilà, de ma vie, d'ouvrir des éléments de mon intimité. Euh, mais tout en rappelant que je voyais, par exemple, j'allais sur d'autres bidonvilles, mener une autre enquête avec d'autres personnes. Et donc, des fois, elle me posait des questions sur la vie des autres femmes, etc. Et c'était voilà, c'était important pour moi qu'elles comprennent bien que je venais là parce que leur vie m'intéressait en tant que femme, leur vie m'intéressait aussi pour après produire voilà, voilà, des connaissances, des savoirs, un savoir qui est lié à l'université. Donc il s'agissait voilà, d'être sincère et ça voulait dire aussi que en fait, la relation allait s'arrêter au bout d'un moment. Est-ce que ça veut dire, et c'est la dernière chose que je te demande, promis, que tu vas quand même leur amener ton gros livre quand il sera fini? Pour certaines qui sont encore là, que tu peux, ou alors non, parce que c'est la fin et il n'y aura pas de retour. Ben, oui, c'est une question. Et je crois que quand j'ai fait les cartes, je me suis dit qu'il fallait qu'il y ait quelque chose de beau aussi Ouais. dans la carte et qu'il y ait des photos, quelque chose qui viennent de moi et qui ne soit pas que du texte. Et c'est Soit marrant accessible pour elles. parce que beaucoup ne savent pas lire en fait, ni roumain ni français. Donc je ne sais pas voilà, ce que ça créerait dans la relation. J'ai peur que ça voilà, renforce une violence symbolique forte, un écart très fort, alors que par ailleurs on a échangé plein de choses, plein voilà, de blagues et plein de moments riches. Voilà. Mais en fait, je pense que je vais reprendre contact avec elles parce que je suis curieuse. En fait, j'ai envie de savoir comment elles vont. Et, mais en fait, le faire, ça m'empêche d'écrire et de Oui, travailler oui, je te parlais d'un... le terrain. Et du coup, ouais, à l'avenir, je pense que je viendrai les voir, mais peut-être juste ouais, pour boire le café et prendre des nouvelles des enfants. Merci beaucoup, Emma. Merci à toutes et tous. Et je passe la parole à Loïc pour Oui, clôturer cette séance. d'accord. Merci beaucoup donc à Marie, à Anne et puis bien sûr à Emma de cet échange d'une heure qui a été extrêmement dense. Moi, je retiens notamment en fait toute cette méthodologie sensible, hein. On est vraiment rentré dans cette fabrique de l'ethnologie de ces femmes roms. C'était passionnant. Donc, j'espère que celles et ceux qui n'ont pas pu assister à l'intégralité ou à la totalité de la séance pourront la récupérer sur le site du LabEx Futur Urbain. Donc, avant de vous souhaiter une bonne après-midi à tous et toutes, je voudrais rappeler que le prochain déjeuner jeunes chercheurs aura lieu le vendredi 8 avril. Il est proposé par le groupe Inventer le Grand Paris et on entendra Yoko Mizuma, qui est ingénieur de recherche pour le groupe Inventer le Grand Paris. Merci, bon après-midi et puis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci et bravo Emma. Merci Claire. Merci beaucoup, Emma. Merci, Emma. Je voulais... je ne suis pas sûre d'avoir tes coordonnées, en fait. On s'envoie un message. À bientôt. Bon À après-midi. bientôt. Au revoir. Au revoir. Moi, j'ai plein de questions, Emma, mais je te les poserai à l'occasion.